Le commerce de la morue, c'est un commerce très lucratif. Très lucratif d'abord et avant tout, bien entendu, pour les compagnies de pêche. Et les compagnies de pêche vont essayer de s'organiser pour que les pêcheurs leur soient attachés. Et c'est pas aussi facile que ça. Attention, d'entrée de jeu, je souligne, en tout cas à mon avis, qu'il est totalement faux de prétendre que nos ancêtres gaspésiens au 18e et particulièrement au 19e siècle étaient des esclaves. C'est totalement faux. Charles Robin arrive à Passepébiac en 1766, au lendemain de la guerre de la Conquête. Donc, le traité de Paris a été signé en 1763 et maintenant, on est en possession britannique. Donc, Robin quitte son île Jersey et il s'en vient ici et c'est sur Passepébiac qu'il va jeter son dévolu. Derrière lui, au fil des décennies, vont suivre d'autres Anglo-Normands. Et un certain nombre parmi eux, et un certain nombre seulement, vont développer des entreprises de pêche parce qu'ils vont aller à ce que j'appelle l'Université Robin. C'est-à-dire qu'ils vont être formés par la compagnie Robin au départ, et puis des gens comme les Leboutilliers, par exemple, vont fonder leur propre commerce après coup. Mais le mode de fonctionnement est toujours le même. D'un côté, on a la compagnie et de l'autre, on a le pêcheur. La compagnie, oui, elle achète, mais achète entre guillemets le poisson des pêcheurs. Je dis entre guillemets parce qu'on n'a pas de numéraire, on ne donne pas d'argent. On rentre ça dans les ledgers, dans les grands registres, tant de prises, tant de morues salées séchées qu'on a amenées chez les Robins. Et de l'autre côté, on va indiquer, toujours dans le ledger, toutes les choses que le pêcheur, qui est en même temps le client, donc toutes les choses que le pêcheur-client va prendre au magasin. Des clous, par exemple, des agrès de pêche, ainsi de suite. Parfois un peu de nourriture. Ça nous fait là une espèce d'emprise assez solide de la part du commerçant. Mais en même temps, le pêcheur n'est peut-être pas si malheureux que certains l'ont dépeint. Il ne faut pas penser que nos ancêtres sont des gens d'une tristesse incroyable, bien au contraire. Ils ont choisi de venir s'installer en Gaspésie, la plupart du temps, parce que les conditions de vie ici, à mon humble avis, sont meilleures que les conditions qu'on va retrouver dans bien des usines, notamment dans le nord-est des États-Unis. Le pêcheur gaspésien dépend du crédit des compagnies en bonne partie. Et ça, sur des générations. Pour expliquer la chose, on va se mettre en image. Je vous ramène dans le milieu du 19e siècle. Nous sommes, supposons, en 1850, année où la pêche est très mauvaise. Conditions de température exécrables. Pendant tout l'été, on prend un peu de morue, mais pas beaucoup. Le meilleur pêcheur du village, on va l'appeler Joe. Et Joe, il pêche. Bon. À la fin de la saison, rendu au mois de novembre, il vient voir le commis et le commis va lui indiquer tout ce qu'il a pris à crédit et tout ce qu'il a amené comme morue salée séchée. Comme il est le meilleur pêcheur du village, eh bien, notre ami Joe s'en sort pas si mal. Il a, comme on dit en bon québécois, 25 piastres over. Joe ne demandera pas son 25 $, parce que Joe, il sait très bien qu'il va être obligé de prendre à crédit pendant l'hiver pour subsister, et ça va recommencer l'année suivante. Supposons que l'année suivante, 1851, c'est l'inverse. Là, il y a de la morue, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça.
autant de morues. Les pêcheurs sont joyeux, contents. Cette année, on va faire le mouton. Arrive le mois de novembre, à nouveau, Joe retourne voir le commis. Le commis est bien de mauvaise humeur. Joe a le grand sourire. Le commis lui dit, « Votre maudite morue, là, je ne sais plus quoi faire avec. » Il y avait tellement de morues là, que les prix sont tombés. On a pris la tienne, OK, mais il ne faut pas que tu t'attendes à avoir grand-chose pour. J'ai fait ton calcul, toi, tu n'es pas pire, tu as 25 piastres over. C'est un cycle. À un moment donné, Joe, il meurt. Pauvre Joe, on meurt tous. Eh bien, une fois que Joe est mort, le crédit, on pourrait penser qu'il meurt avec lui. OK? Parce que le compte au magasin, c'était un compte qui était au nom à Joe. Le fils à Joe, on va l'appeler Éloi. Éloi, il s'en vient au magasin, triste parce que son père est mort, mais en même temps se disant, au moins, on n'a plus de dette. Il s'en vient au magasin, il y a quand même 2-3 cents dans ses poches. Et là, le commis lui dit, « Veux-tu reprendre le compte de ton père? » Eh bien, qu'est-ce qu'Éloi va répondre? « Non, 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 moi je ne veux pas prendre les dettes de mon père. » Dans ce cas-là, la compagnie, elle dit, « OK, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que ton père, là, sa barque, il n'avait pas fini de la payer. Donc, on va la saisir. Puis tu sais qu'il y a 5 ans, quand il s'est cassé la jambe, il n'a pas pêché cet été-là, puis c'est là qu'il a hypothéqué la maison. Bien, la maison, c'est à nous autres. Ça fait que toi, ta mère, puis tes 8 frères et sœurs, bien, vous avez juste à vous en aller, puis on va tout saisir. Qu'est-ce qu'Éloi est obligé de faire? Eh bien, Éloi est obligé de reprendre le compte de son père et de continuer comme son père avait fait et comme son grand-père avait fait. Ça se fait de génération en génération. On pourrait penser que le pêcheur gaspésien vit dans un état de servage. C'est une espèce d'esclave. À mon avis, pas du tout. Il faut savoir que le 19e siècle, c'est le siècle du capitalisme sauvage. Oui, 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 les compagnies, en plus de contrôler l'économie, contrôlent la justice. Charles Robin s'est fait nommer juge. Et on contrôle aussi les politiciens. Mais au 19e siècle, la situation des autres travailleurs, ceux que Marx appelle les prolétaires, eh bien, leur situation ailleurs dans le monde, qu'on soit à Manchester, ou dans les usines aux États-Unis, ou dans les mines, à mon humble avis, la situation des autres travailleurs est pire que celle qu'on connaît en Gaspésie. Le pêcheur gaspésien en arrache des bouts, mais dans le fond, je pense qu'il est heureux et qu'il fait, dans les circonstances, une vie passablement belle. Pas riche, mais active. Puis moi, là, entre être dans le fond d'une mine avec une pioche ou être sur la mer juste ici à Passepébière, eh bien, j'aurais préféré la mer, je crois.